Nous allons parler dans un premier temps de la surmédicalisation en médecine. Pour proposer une tentative de définition, nous pourrions dire que la surmédicalisation est un ensemble de pratiques médicales non validées en termes de bénéfices, mais et ou potentiellement nuisibles. Nuisibles pour le patient, mais aussi sur le système de santé, par exemple, lorsque des traitements sont inutilement coûteux. Mais qui évalue ce non-bénéfice, voire cette nuisance, ou voire cette inutilité? Eh bien, c'est pas seulement les évaluations d'experts, mais aussi l'appréciation de chaque patient individuellement. Et on s'aperçoit ainsi que la surmédicalisation comporte une part générale, globale et populationnelle, mais également une part individuelle qui s'inscrit dans la relation de soins. Nous pouvons donc observer trois cas cliniques de surmédicalisation, par exemple en réanimation. Dans un premier cas, nous apercevons en réanimation que bien souvent les directives anticipées sont difficilement interprétables ou en tout cas difficilement applicables dans un cas particulier. Dans un deuxième cas, on peut s'apercevoir d'un patient qui appelle à l'aide et souhaite arrêter le soin, alors que le corps médical sait que la survie est possible et des fois de manière assez rapide. Et puis dans un troisième cas, on s'aperçoit que tout patient a la volonté de continuer malgré un pronostic qui est gravissime. Il existe des lois, notamment la loi de bioéthique, qui est actualisée régulièrement et qui propose que les décisions de limitation ou d'arrêt de traitement respectent la volonté du patient dans le respect des directives anticipées, toujours en engageant une procédure collégiale, c'est-à-dire une concertation avec l'équipe de soins. Le plus délicat est sans doute de faire discuter les différents intervenants concernés. Le soignant isolé ne peut décider seul d'une prise en charge, mais la famille, le patient et différentes disciplines doivent être intégrées au sein d'une décision qui doit être collégiale. De plus, en fonction des moyens thérapeutiques, il y a nécessité de pondérer la décision. Et puis, un principe de symétrie défini en sociologie doit être intégré à la décision, c'est-à-dire que, au départ, chaque élément doit être pris de manière non hiérarchique dans la discussion. Alors, quelles sont les principales dimensions éthiques qui posent question dans ces cas cliniques? Eh bien, il y a des temporalités qui sont différentes, puisqu'on a vu que la souffrance, à un moment donné, eh bien, entre en confrontation avec des valeurs à un autre moment donné. C'est-à-dire que la volonté de dignité que l'on peut avoir de manière très personnelle, eh bien, est parfois modifiée à un moment de grande souffrance ou à une angoisse face à l'arrivée de la mort. De la même manière, il y a des différences de connaissances entre le patient qui rentre dans un milieu médical et le soignant qui a des connaissances médicales et sait l'évolution, le pronostic ou la prédiction d'efficacité de tel ou tel traitement. On a donc cette confrontation valeur-souffrance, et puis au milieu de ça intervient l'allocation des ressources qui est très différente en fonction des moyens et en fonction de la part financière qu'on peut accorder à des examens ou à des traitements. Et donc, en plus, il y a des attentes de la part de la société et une acceptation de l'incertitude par la personne qui est très délicate. Il y a en effet une difficulté à accepter l'incertitude, en général. Que ce soit en France, dans d'autres pays, que ce soit aujourd'hui ou hier, l'incertitude diagnostique fait peur et elle est douloureuse. Et ainsi, la médecine diagnostique, dès lors qu'elle a des moyens, devient une médecine de réfutation plus que de confirmation. Or, la réfutation est un processus insatiable. On va multiplier les examens jusqu'à être certain que l'on ne trouvera pas un diagnostic suspecté. Et ainsi, il y a l'illusion qu'un résultat normal d'examen complémentaire sera gage de bonne santé. Et en fait, on se rend compte que la majorité des erreurs diagnostiques proviennent d'une mauvaise démarche clinique, et les examens complémentaires ne peuvent rien à cela. Alors pourquoi une surmédicalisation? Eh bien, on l'a vu, en raison de la demande du patient, il peut y avoir un excès de soins. En raison de l'augmentation des consultations également. Puis la surmédicalisation dépend également de l'information qui est disponible entre le patient et le médecin. Il y a une quantité croissante de données à traiter et puis une complexité des interactions entre ces données avec des moyens de diagnostic et de traitement qui sont en forte augmentation également. Et puis, de la part du médecin, il n'a pas connaissance de tous les paramètres, ce qui peut pousser à effectuer des examens diagnostiques ou un traitement pour tenter d'améliorer le pronostic. Il y a aussi des biais cognitifs, et puis il a nécessité, dans ces valeurs médicales, de prévenir les maladies fréquentes et d'empêcher la survenue de maladies graves. Et puis, au-delà de ça, il y a des institutions, des organisations et des enjeux financiers qui interviennent dans cette relation. Alors, quelle part de responsabilité pour chacune de ces institutions et organisations qui sont au-delà de la relation de soins? Bien sûr, l'industrie pharmaceutique peut avoir un pouvoir sur les décisions médicales. Ce n'est pas toujours un pouvoir qui est très direct,
très affirmés, ce n'est pas toujours des médicaments qui sont imposés aux médecins, des conflits d'intérêts scientifiques, mais des fois c'est plus subtil. C'est des sociétés savantes qui vont promouvoir une certaine vision du soin, ou même certains chercheurs qui vont avoir envie de faire circuler leur idée. Et donc, on a un système de solidarité également qui a une part de responsabilité dans la surmédicalisation. C'est-à-dire que, sans aucune critique de ce système français parfaitement bien fait, fondé autour de la sécurité sociale dès 1945, il y a l'idée que nous devons acquérir de manière équitable tout soin que nous pourrions avoir. La population générale, ses représentations sociales et les médias ont finalement aussi des valeurs intégrées qui vont les pousser à rechercher le meilleur soin disponible. Et puis, il y a ainsi l'attente d'une médecine qui est apte à prévenir les maladies, à faire disparaître le risque, la souffrance et la mort. Il existe de nombreuses initiatives à la surmédicalisation, que ce soit au niveau éditorial, avec par exemple la publication en flux continu d'articles dans le British Medical Journal portant sur la surmédicalisation. On connaît également des conférences au niveau international depuis 2013, et puis une huitième année de conférences en 2020 au niveau francophone. Il existe également une liste des médicaments les plus pertinents en termes de médicalisation. Merci de votre attention.